Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. Au sommaire, match amical entre le Sénégal et le Maroc, 3-1 pour les Marocains. Une lourde défaite pour le Sénégal. Les Lions n'ont rien donné sur le plan technique et dans l'organisation. Beaucoup de manquements sont à déplorer selon le secrétaire général des entraîneurs du football au Sénégal, Badara Cissé. Il estime que les Marocains ont offensivement pris le dessus sur la défense sénégalaise. Relance du tourisme balnéaire et sénégalais, la récupération des plages de Saly, une grande opportunité qui non seulement va attirer les touristes, mais aussi les investisseurs. Selon le ministre de tutelle, le travail qui est en train d'être fait à Saly peut faire du tourisme le levier essentiel de notre économie. Pendant ce temps, au Lac Rose, les hôteliers broient du noir, pas l'ombre d'un touriste étranger depuis la réouverture des frontières. Ils plaident pour une baisse des taxes. La Sonatel s'engage à travailler pour une révision des tarifs concernant les offres. C'est pour donner aux consommateurs le choix entre les tarifs de 1900 et 2200. L'engagement a été pris par la direction générale à l'issue des discussions engagées ce vendredi avec le mouvement Y en a marre et SOS Consommateurs et la team Boycott Orange. Le contradictoire s'intéresse ce vendredi à la situation des malades mentaux au Sénégal. Quelle politique de prise en charge et de prévention des maladies mentales? Le prétexte, la célébration demain de la Journée mondiale de la santé mentale. Le journal de la santé va compléter cette édition mise en onde par Hassan Choun. Marie-Rosalie Ndiaye. La restauration des plages de Saly, un pas important dans la relance du tourisme balnéaire et sénégalais en général, selon le ministre en charge du secteur qui était à Saly avec l'APIX et d'autres services comptants pour constater l'état d'avancement des travaux. Le président Macky Sall va procéder à la réception des infrastructures dès le mois de décembre. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, au micro de Moustapha Sall. La récupération et la protection des plage de Saly aura un impact important d'abord sur les touristes. Donc cela veut dire simplement que le consommateur, le touriste local mais également le touriste international va être aujourd'hui attiré par la plage de Saly. Mais également pour les investisseurs. Vous savez, l'une des grandes demandes des investisseurs que j'ai rencontrés à Topresa à Paris l'année dernière, c'était la récupération des plages de Saly. Aujourd'hui, nous avons donc des investisseurs dans le secteur touristique, hôtelier notamment, qui vont revenir pour réinvestir dans cette zone-là. Si nous combinons ces éléments-là et la stratégie de tourisme et de transport aérien que le ministère est en train de mettre en œuvre sous l'instruction du chef de l'État pour attirer les Sénégalaises et les Sénégalais vers les destinations du pays, nous pouvons considérer qu'avec ce travail qui a été fait ici à Saly, que nous sommes dans une excellente dynamique où la combinaison donc de l'ensemble de ces acteurs-là puisse nous permettre de faire du tourisme le levier essentiel de notre économie. Au mois de décembre, la livraison des travaux sera faite et je pense que nous pourrons, en ce moment-là, si l'agenda du chef de l'État le permet, il pourra venir réceptionner les travaux puisque c'est un investissement extrêmement important de plus de 26 milliards. Je crois qu'il est important que les Sénégalaises et les Sénégalais soient informés de ce projet important du chef de l'État qui est un appel, qui a été une réponse à l'appel du secteur privé national pour justement récupérer mais surtout protéger la plage de Saly. Au Lac Rose, le tourisme est complètement à terre. Les hôteliers broient du noir depuis la réouverture des frontières aériennes. Difficile de voir les visiteurs européens ou d'autres nationalités. Seuls les Sénégalais s'y rendent. Une situation très compliquée pour le secteur. Les acteurs plaident pour la baisse des taxes de Nizia Sambou. Guide touristique, Mamadou Dia avait l'habitude d'accompagner les touristes un peu partout à travers le pays et l'Afrique. Aujourd'hui, avec la pandémie, il s'est reconverti en gérant de quad et 4x4 au Lac Rose pour survivre à la crise économique. Il y a plus de tourisme qui vient ici, pas beaucoup. C'est le tourisme local seulement qui vient ici maintenant. Dakar, Saint-Louis, comme ça, qui va venir ici pour les week-ends. Situé en face du Lac Rose, cet hôtel de la place traînait beaucoup de visiteurs en temps normal, mais depuis l'arrivée de la pandémie, tout est au ralenti malgré la réouverture des frontières et de l'aéroport. Paul Jogay est réceptionniste. On voit que les clients les week-ends, mais les jours ouvrables, c'est tout à fait un problème pour voir la clientèle. Je peux dire que la seule clientèle qu'on a, c'est la clientèle sénégalaise. Voilà. À part ça, peut-être les séminaires de temps à autre. Mais pour tout ce qui est clientèle européenne, là on voit plus les clients. Une situation très compliquée pour les acteurs du secteur. Le Maroc et le Cap-Vert, les pays les plus visités par les touristes depuis un temps, ces destinations étant moins chères, le Sénégal devient de plus en plus boycotté. Pour une bonne relance touristique, Mamadou Dia et Paul Djoré estiment que l'État doit revoir les taxes. Au Maroc et Cap-Vert, c'est moins cher qu'ici. Parce qu'ici, en même temps, il y a beaucoup
Les taxis, ça coûte cher. Les hôtels, pareil. Partout au Sénégal, ça coûte cher. Je pense que de ce côté, quand même, c'est un problème d'État. C'est à eux de revoir non seulement les accords qu'ils ont mis avec ces pays, mais pour vendre la destination sénégalaise, je pense qu'on a besoin aussi de concurrence avec les autres. La concurrence, c'est quoi? Ils ont baissé leur prix, il faut revoir les prix. Revoir les taxes, les plages, mais aussi la promotion de la destination Sénégal pour restaurer le tourisme d'antan. Parce que quand tu vois, par exemple, quelqu'un qui vient découvrir, par exemple, le Lac Rose et qui trouve le Lac Rose dégueulasse, ben là, ça ne fait pas l'affaire pour nous. Donc, entretenir les plages, entretenir les sites touristiques, voilà, que l'État aussi mette sa main dedans. Donc, je pense qu'avec ça, on peut faire une bonne promotion par rapport à ça. Lac Rose, Denisia Sambo pour Sud FM. Les consommateurs doivent choisir entre l'offre de 1900 et celle de 2200 francs CFA. La base des discussions entamées avec le directeur général de la Sonatel et le mouvement Y en a marre. La Sonatel s'est engagée à trouver un consensus et à travailler avec son équipe pour revoir ses tarifs dans les mois à venir. Le mouvement Y en a marre, SOS Consommateurs et la team Boycott Orange veilleront à la matérialisation de ces promesses tenues. Écoutons Aliou Sané, coordonnateur du FRAPP, au micro de Aïssatou Gueiba. Nous l'avons dit au directeur et nous lui avons dit, notre dernier mot, c'est que Orange puisse faire revenir ces offres-là qui étaient en vigueur avant le 22 juillet, tout en gardant ces nouvelles offres. Maintenant, laisser libre choix aux citoyens sénégalais de pouvoir rester sur son 1900 d'avant 22 juillet ou bien de migrer sur le 2200 qui est proposé. Bon, ce qu'ils ont dit, ce que le directeur a dit, c'est qu'ils pensent qu'on doit pouvoir trouver ce compromis et qu'ils vont travailler avec son équipe à pouvoir revoir ces tarifs-là et de pouvoir faire en sorte que justement, comme on l'a dit, que le Sénégalais puisse choisir entre ce qu'il y avait comme offre et ce qu'ils offrent maintenant. Maintenant, il faut rester vigilant. Hein? C'était une annonce, il faut rester vigilant, c'est une annonce, c'est une volonté qu'ils ont affirmée. Maintenant, il faut travailler à ce que Orange matérialise cette volonté-là. Il a dit dans les mois à venir. Maintenant, c'est à nous de nous battre et mettre la pression qu'il faut et amener la RTP aussi à mettre la pression qu'il faut pour que Orange, de façon très vite, puisse faire revenir ces offres-là tout en gardant les nouveaux offres et laisser le soin aux consommateurs sénégalais de choisir de rester sur les anciens ou les nouveaux. 48 heures de grève renouvelable à l'université de Thiès, un deuxième mot d'ordre du SAES en 10 jours. Les membres de la coordination SAES Campus Thiès exigent de Madame le recteur de l'université de Thiès une meilleure gestion collégiale pour des solutions aux 14 points de la plateforme revendicative, des points saillants qui tournent autour de l'achèvement des chantiers administratifs, le recrutement correctif dans des postes d'enseignants par l'État à l'université de Thiès, le relèvement du plateau médical et l'audit du personnel entre autres. Match amical entre le Maroc et le Sénégal. Le Maroc gagne devant le Sénégal 3-1. Le Maroc a été meilleur sur tous les plans. Les Lions ont été l'ombre d'eux-mêmes avec des difficultés de duels perdus, imprécisions. Écoutons notre chroniqueur Pape Dieng. Cette défaite est due à cette formation marocaine qui a débuté le match avec beaucoup d'énergie, contrairement au Sénégal qui est entré très tard dans la partie et qui n'a pas eu aussi peut-être les joueurs qu'il fallait au moins faire tenir tête à cette équipe. Cette organisation du jeu sénégalais aussi n'a pas été à la hauteur, à telle enseigne que les ballons la plupart du temps ont été récupérés et tenus par l'équipe marocaine. Le Sénégal a couru pendant presque 45 minutes sans réaction. Pas assez de frappes, rare occasion de but du côté sénégalais au moment où les Marocains ont joué intelligemment pour marquer déjà ce premier but avec un centre en retrait sur un attaquant qui le prend à ras de terre et qui passe cette équipe du Sénégal. Mal le placement aussi de l'axe central qui n'a pas compris en certains moments entre Ousseynou et Salif Sané qu'il fallait serrer. Le jeu était décousu, les défenseurs n'étaient pas rapprochés, les latéraux aussi ont laissé des espaces aux ailiers qui avaient la possibilité de centrer à tout bout de champ. Donc c'est la débandade totale au niveau de cette défense sénégalaise. Le milieu aussi n'a pas tenu, parce qu'à chaque fois quand Cheikhou Kouyaté ou Idrissa Gana Gueye prenaient le ballon, au lieu de le laisser rapidement pour servir les partenaires, ils essayaient de tourner sur eux-mêmes, de faire des dribbles inutiles. Et sur ce genre de match, les Marocains sont tellement rusés qu'ils ont pris le dessus sur
Les joueurs sur lesquels on comptait n'ont pas répondu à l'attente. Crépin Diatta est passé à côté de son match. Famara Diédhiou aussi. Il y a peut-être Ismaël Sarr et notre arrière-gauche Salou Cissé qui à certains moments peut-être ont été les épingles du jeu, mais ça c'était des moments éclairs, ce n'était pas permanent, très difficile. En deuxième mi-temps, nous avions eu peut-être quelques occasions avec cette frappe de Boulaïdia qui a arrêté le poteau, mais qui n'est pas entré. Ces coups francs aussi mal exploités, surtout par Idrissa Gana Gueye. En tout cas, le Sénégal n'avait pas aujourd'hui les armes pour battre cette équipe du Maroc qui était supérieure. Le match entre le Maroc et le Sénégal, une lourde défaite qui s'explique par beaucoup de manquements sur le plan organisationnel, sur le plan des intentions et sur l'engagement. Les Marocains, avec un bloc assez compact et le pressing constant sur nos milieux, ont dominé toute la partie selon le secrétaire général des entraîneurs du Sénégal, Badara Sarr, s'entretient ici avec El Hadj Malick Ndiaye. Alors, Badara Sarr, vous êtes le secrétaire général des entraîneurs de football du Sénégal. Coach, comment peut-on expliquer aujourd'hui cette lourde défaite du Sénégal face au Maroc? Oui, là, il faut dire qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est une lourde défaite. Le Sénégal n'a pas l'habitude d'encaisser 3 buts dans un seul match. Là, il faut dire qu'aujourd'hui, c'était un match qui était très pauvre de notre côté sur le plan, tant sur le plan technique, sur le plan de l'engagement, sur le plan des intentions aussi. Dans l'organisation, il y avait des absents certes, mais du côté marocain aussi, il y avait beaucoup d'absents. Mais là, je pense qu'on a eu vraiment à déplorer beaucoup de manquements. Donc, dans l'organisation, parce que le Sénégal s'est présenté aujourd'hui dans une organisation en 4-3-3 face à un 3-5-2 qui a été bien concocté par le Maroc. Donc, on a eu des problèmes parce que là, on a eu des problèmes avec nos attaquants qui étaient obligés de défendre surtout sur les couloirs. Là, on a vu que l'autre Achraf Hakimi, qui était le piston côté droit, était vraiment très libre. Il faisait ce qu'il voulait sur le couloir. Donc les Marocains avaient offensivement pris le dessus. Donc ils se sont beaucoup baladés sur le côté gauche de notre défense, c'est-à-dire avec Achraf Hakimi qui était très souvent aux avant-postes. On l'a vu sur le premier but, c'est sur une de ses actions. Avec un centre en retrait, et qu'on a encaissé ce but-là. Là, on a manqué effectivement, je pense que par rapport au bloc marocain qui était un bloc assez compact, avec un pressing constant sur nos milieux de terrain. Donc, on a eu des problèmes avec nos milieux, surtout Crépin qui devait être le dépositaire du jeu. On l'a vu beaucoup plus en position dans la défense pour faire remonter le ballon que en position avancée derrière l'attaquant. Donc, il y avait un problème dans l'entrée parce que là, au lieu d'avoir, au départ, on avait un milieu à 2 avec Gana et Kouyaté, plus une pointe devant. Mais malheureusement, on s'est retrouvé avec 3 milieux défensifs. Donc, ce qui faisait que nos attaquants, que ce soit Ismaël Sarr, Mambaba Thiam et Famara Diédhiou, n'avaient pas la possibilité d'avoir le ballon. Donc, c'était ce lien-là qui nous a manqué. Sinon, on a essayé de balancer de longues balles, ce qui faisait vraiment le bonheur de la défense marocaine qui était bien en place. Donc, en première période, c'était ça. Donc, le bloc compact marocain qui faisait beaucoup de fautes. On a vu qu'en première période, ils ont fait à peu près une vingtaine de fautes. Je pense qu'ils ont fait 18-19 fautes pour empêcher effectivement les premières passes sénégalaises. Ils ont mis de l'impact, beaucoup de rigueur. Et ça nous a vraiment, ça ne nous a pas réussi. En deuxième période, on est venu avec quelques meilleures intentions pour essayer de presser, de mettre de l'intensité, mais le jeu était encore trop brouillon. Là, c'est un match qui a mis à nu vraiment un peu nos lacunes. Maintenant, il va falloir continuer à travailler. Peut-être il nous manquait certains joueurs, mais une équipe de ce calibre doit vraiment reposer sur du solide, sur sur du collectif. Aujourd'hui, cette défaite peut nous permettre de poser le débat sur le choix du coach Aliou Cissé. Choisir, comme on dit, c'est éliminer. Tout choix est subjectif. Donc là, c'est des choix qu'il a fait. Peut-être à ce moment-là, peut-être on aurait pu penser à d'autres joueurs qui sont dans de bonnes situations en début de saison. Parce que
Ce genre de match-là en début de saison, c'est des matchs un peu compliqués le mois d'octobre, parce que la situation de certains joueurs n'est pas encore stable. Il y a des joueurs qui commencent à performer, d'autres joueurs qui sont en instance pour changer de club. Donc c'était une situation difficile. Donc peut-être les choix, c'était pas les meilleurs choix par rapport à ce qu'on a actuellement, mais il y a beaucoup de critères qui ont été mis sur la balance peut-être pour faire ce choix-là. Peut-être on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout des binationaux, qu'on a voulu peut-être lancer dans le bain pour pouvoir les avoir dans l'équipe nationale. Mais si c'est pour choisir des joueurs plus compétitifs, on peut voir qu'il y a Ibrahima Niane qui a été laissé de côté, peut-être il y a Mbaye Niang, il y a d'autres joueurs donc, qui ne sont pas là et qui auraient pu peut-être apporter un plus par rapport à cette équipe-là. Voilà, Badara Sarr, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des entraîneurs du Sénégal. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Journée mondiale de la santé mentale célébrée ce 10 octobre, occasion de faire l'état des lieux entre errance des malades mentaux et difficultés dans la prise en charge de qualité. Le président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux plaide pour la décentralisation de la prise en charge. Le thème de cette journée insiste justement sur l'investissement dans la santé mentale. Ansoumana Dione, le président de la SAM avec Isegnon. La journée mondiale de la santé mentale est célébrée ce 10 octobre. C'est l'occasion de parler des troubles mentaux. Ansoumana Dione, bonjour. Bonjour, Issa. Vous êtes le président de l'ASAM, l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Pour dire la vérité, la situation des personnes vivant avec un trouble mental est de plus en plus catastrophique. Pour dire la vérité, le Sénégal ne s'occupe pas jusqu'ici de cette couche extrêmement vulnérable. Mais l'espoir est encore permis avec le thème choisi cette année, agir pour la santé mentale, investissons. Ce thème coïncide avec l'engagement d'un homme, l'engagement du ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de ces malades mentaux. Justement, Ansou, avant de parler des efforts, quelle est la situation présentement actuellement? Vous avez toujours déploré l'errance, l'absence de prise en charge et de structures dédiées. La situation des malades mentaux errants, comme je l'ai dit tantôt, est toujours catastrophique. Rien absolument n'a été fait jusqu'ici, jusqu'au moment où nous vous parlons. Rien n'a été fait pour ces malades mentaux, pour leur réinsertion. Le thème de cette année est un signal fort. C'est pourquoi d'ailleurs, pour célébrer cette journée, nous avons jugé nécessaire de mettre l'accent sur la problématique de l'errance des malades mentaux. C'est pourquoi d'ailleurs, une table ronde sera organisée à l'occasion de cette journée. Et c'est moi-même, Ansoumana Dione, en tant que président de la SAM, qui vais animer cette table ronde. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, la priorité pour le Sénégal par rapport à la santé mentale, c'est d'abord les malades mentaux errants. Et il va falloir que le chef d'État Macky Sall lui-même, le ministre de la Santé, les décideurs, toutes les forces vives de la nation, la population sénégalaise s'engagent aux côtés de ces malades mentaux. Quand on demande d'investir, parce que l'OMS a compris, l'OMS a remarqué que dans tous les pays, dans presque tous les États du monde, que la santé mentale est toujours considérée comme parent pauvre de notre système de santé. Et c'est là, ça doit changer. Concernant ces problèmes, il n'y a pas assez de structures de prise en charge dédiées. Aujourd'hui, quelle est la situation? Nous avions toujours demandé à ce que l'hôpital psychiatrique de Thiaroye soit fermé. L'hôpital psychiatrique, le terme hôpital psychiatrique est le premier obstacle pour ces malades mentaux. Les soins de santé mentale doivent être intégrés dans le système de santé, dans tous les hôpitaux, que ce soit en Nobel-Chiker, à l'hôpital Dantec, dans tous les départements, dans toutes les régions, dans toutes les structures de santé, on devrait avoir des services de santé mentale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais le problème majeur pour les malades mentaux,
c'est d'abord la gestion de la santé mentale. Malheureusement, au Sénégal et dans beaucoup de pays du monde, les gens veulent résumer la santé mentale en la psychiatrie. Donc là, c'est un problème. Je ne suis pas d'accord. Il va falloir que l'on élabore un programme de santé mentale. Un programme de santé mentale en bonne et due forme. Un programme qui va intégrer donc tous les besoins en santé mentale pour le Sénégal. En matière de personnel qualifié, en matière de services de santé mentale. Je ne parle pas de services spécialisés, non. L'hôpital psychiatrique de Thiaroye doit être fermé. Je parle en termes d'intégration des soins de santé mentale dans le système sanitaire, à Fongolémi, à Fouta, à Matam, de Linguère, dans tous les départements du Sénégal, qu'il y ait des services de santé mentale avec des psychiatres. Je ne parle pas de ce qui se passe à Saint-Louis. On nomme un psychiatre à l'hôpital, considérant que c'est un service. Non. Un service, c'est d'abord des bâtiments, un personnel et des équipements. Et tout cela, ça manque au Sénégal. C'est ce qui fait que les malades du Sénégal ne sont pas soignés. C'est l'effort que les gens ont fait, l'engagement que le président de la République a eu par rapport à la COVID-19, l'engagement que le ministre de la a eu par rapport à la COVID-19, si on avait ce même engagement pour ces malades mentaux, ce sera le bien du Sénégal. Les conséquences de ce manquement, nous les voyons, c'est la violence, c'est la criminalité, c'est le suicide, c'est beaucoup de problèmes au niveau des populations. Ansoumana Dione, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Notre second invité, le chef de la division santé mentale au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il estime que des efforts sont faits, même s'il reste beaucoup à faire. Il répond à Adama Ndione. Je suis le docteur Jean-Augustin Diegantine, chef de la division santé mentale du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Oui. Docteur, la journée de la santé mentale est célébrée ce 10 octobre sous le thème « Agir pour la santé mentale, investissons ». Est-ce qu'il y a assez d'investissements pour la santé mentale au Sénégal? C'est une tendance mondiale. Ce 10 octobre 2020, l'OMS a choisi ce thème parce que on a observé que au niveau mondial, le financement de la santé mentale est très faible. Et on dit que les pays, en moyenne, prennent au moins de 2% de leur budget de la santé qu'ils orientent sur la santé mentale. Donc, on peut dire que c'est très faible dans le monde. Mais au Sénégal, le financement de la santé mentale est très, très faible. Et là, c'est l'occasion de faire un plaidoyer pour mobiliser les partenaires autour du financement de la santé mentale, qui est extrêmement important parce que on ne peut pas avoir la santé sans la santé mentale. L'exemple, si vous avez un ouvrier qui est physiquement apte, qui n'a pas de troubles physiques, mais s'il est déséquilibré au niveau mental, il ne peut pas être productif dans l'entreprise. Et ça crée beaucoup d'absentéisme et quelquefois même, il y a des comportements dangereux que les gens ont parce qu'ils n'ont pas une bonne santé mentale. Comment faciliter l'accès à une prise en charge de qualité avec cette demande de l'ASAM qui plaide pour la décentralisation de la prise en charge? C'est pas un problème de l'ASAM, ça c'est une directive de l'OMS. Il dit qu'on va progressivement intégrer la prise en charge psychiatrique dans les soins de santé primaires. Donc ça, c'est une directive de l'OMS. Et le ministère de la Santé est dans cette optique. On est en train de travailler pour que ces soins psychiatriques soient accessibles à tous les niveaux, dans un schéma pyramidal. Si on commence au niveau le plus haut, au niveau des hôpitaux, de plus en plus, dans les hôpitaux, il y a des séries de psychiatres. À côté de cela, on a les centres de santé mentale qui sont spécialisés à la santé mentale. Et on va vers la formation des médecins de district et des infirmiers chefs de poste à la prise en charge des troubles psychiatriques courants pour que les familles, les usagers aient accès à à la consultation psychiatrique de routine. Maintenant, le dernier niveau qui est extrêmement important et qu'on a commencé à développer depuis l'année passée, c'est le niveau communautaire. Pour que les activités de promotion et de prévention de la santé mentale puissent être vulgarisées, il faut que ce niveau communautaire soit organisé. Et c'est ainsi qu'on a créé un réseau, ce qu'on a appelé le réseau des organisations de la promotion de la santé mentale, sous l'acronyme ROPOSAM. Et ce réseau regroupe environ plus de 40 même associations dans les 14 régions du Sénégal. Et ces associations, vous les voyez souvent à la télé, sur les réseaux sociaux, qui font des interventions de terrain en allant aider les malades mentaux et même dans les familles.
Quelquefois, ils font des recensements pour les malades mentaux qui sont en rupture thérapeutique pour les envoyer à l'hôpital. Ils font beaucoup d'interventions et en même temps, ils font de la communication, de la sensibilisation de masse. Enfin, docteur, l'errance des malades est un problème majeur. C'est quoi la solution? D'abord, expliquer que l'errance et la maladie mentale, c'est pas obligatoirement lié. La maladie mentale est un problème de santé. L'errance, c'est un problème social. Pourquoi je le dis? Quand un malade mental qui erre, c'est un malade mental qui n'a pas un tissu social, familial qui puisse le garder dans un environnement social favorable. Donc, et ça, on le comprend. Souvent, les familles sont épuisées ou bien ça échappe au contrôle des familles et le malade finit dans la rue. Ce problème social nécessite une approche multisectorielle. Et ça, on ne cesse de le dire. L'exemple, si chaque chef de quartier aujourd'hui recensait ces malades mentaux, les malades mentaux qui sont dans le quartier, que ce soit les malades qui sont dans les maisons, les errants, et qui est dans les quartiers ou bien dans les communes, des endroits où ces malades mentaux pourraient être regroupés dans la journée pour qu'ils puissent être encadrés par des acteurs sociaux. Si on avait ce dispositif social, ça allait apaiser les familles. Le malade ne serait pas à la maison tout le temps, 24 heures sur 24, jusqu'à décompenser dans la maison. Et cette organisation sociale permettrait de lutter contre l'errance. Parce qu'aujourd'hui, tant que les malades mentaux ils ne sont pas bien, on n'a pas un cadre social qui les intègre, ils ne pourront pas bénéficier d'une stratégie de réinsertion adéquate. D'accord, docteur, Sud FM Sen Radio vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Votre journal de la santé. Bonjour à tous. Les maladies cardiovasculaires entraînent chaque année la mort de 2 Sénégalais sur 10, selon un communiqué publié par l'agence de presse sénégalaise. Ce communiqué ajoute que ces maladies sont causées par des changements dans le mode de vie, des habitudes alimentaires telles que l'augmentation des apports caloriques, des aliments riches en lipides et en sel, le surpoids, l'obésité, la diminution des activités physiques quotidiennes ou une hausse de la sédentarité, l'absence de directives nationales de prise en charge, un faible niveau des activités de prévention primaire, un défaut d'implication de la communauté et une irrégularité de la disponibilité des médicaments pour traiter les maladies cardiovasculaires font également partie des causes, selon le Dr Ayers, directrice de la Fondation Novartis, et le Dr Gay, chef de mission et directeur pays d'Intra-Health International, une organisation américaine dont le but est d'amélioration de la qualité des soins de santé. Près de 2 millions d'enfants naissent mort-nés chaque année, soit un nourrisson toutes les 16 secondes, d'après les toutes premières estimations conjointes sur ce sujet publiées hier par l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, le groupe de la Banque mondiale et la division de la population du département des affaires économiques et sociales des Nations unies. Selon le nouveau rapport intitulé « Une tragédie à bas bruit, le fardeau mondial de la mortinatalité », la grande majorité des mortinaissances, 84%, se produisent dans les pays à faible revenu et dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche intérieure. En 2019, 3 mortinaissances sur 4 ont eu lieu en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud. Dans le rapport, une mortinaissance est définie comme la naissance d'un nourrisson sans signe de vie à 28 semaines de grossesse ou plus. Le rapport tire la sonnette d'alarme. La pandémie de Covid-19 pourrait faire augmenter le nombre de mortinaissances à l'échelle mondiale. Une réduction de 50% des services de santé due à la pandémie pourrait entraîner près de 200 000 mortinaissances supplémentaires sur une période de 12 mois dans 117 pays à revenus faibles et intermédiaires. La plupart des mortinaissances sont dues à des soins de mauvaise qualité pendant la grossesse et l'accouchement. Le rapport précise que l'absence d'investissement dans les services prénatal et prépartum ainsi que dans le renforcement du personnel infirmier et des sages-femmes constitue l'une des principales difficultés. Mesdames, Messieurs, il est 22h passé de 30 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Match amical entre le Sénégal et le Maroc, 3-1 pour les Marocains. Une lourde défaite pour le Sénégal. Des Lions n'ont rien donné sur le plan technique et dans l'organisation. Beaucoup de manquements sont à déplorer selon le secrétaire général des entraîneurs de football du Sénégal, Badara Cissé. Badara Sarr, qu'il estime que les Marocains ont offensivement pris le dessus sur la défense sénégalaise. Relance du tourisme balnéaire
Niger et sénégalais, la récupération des plages de Saly, une grande opportunité qui non seulement va attirer les touristes mais aussi les investisseurs. Selon le ministère de tutelle, le travail qui est en train d'être fait à Saly peut faire du tourisme le levier essentiel de notre économie. Pendant ce temps, au Lac Rose, les hôteliers broient du noir, pas l'ombre d'un touriste étranger depuis la réouverture des frontières aériennes. Ils plaident pour une baisse des taxes. La Sonatel s'engage à travailler pour une révision des tarifs concernant les offres. C'est pour donner aux consommateurs le choix entre les tarifs de 1900 et de 2200. L'engagement a été pris par la direction générale à l'issue des discussions engagées avec le mouvement Y en a marre, SOS Consommateurs et la team Boycott Orange. Le contradictoire s'est intéressé ce vendredi à la situation des malades mentaux au Sénégal. Quelle politique de prise en charge et de prévention des maladies mentales? Le prétexte, la célébration demain de la Journée mondiale de la santé mentale. Le journal de la santé a complété cette édition mise en onde par Hassan Toun. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Nutrition qui sera suivie de votre émission Almin Bar. Sud Éducation qui sera suivie de votre émission Almin Bar en compagnie de Oustaz Alioune Baye et Imam Seck.